Jusqu'au début du XXe siècle, il fallait plusieurs semaines pour traverser l'Atlantique à bord des grands voiliers. Aujourd'hui, une nuit d'avion et nous sommes aux Antilles. Pourtant, ces îles recèlent encore certaines histoires méconnues. Je vous propose d'en découvrir une des plus dramatiques. Par les hublots, les îles apparaissent avec leurs côtes découpées bordées de récifs coralliens et leurs sommets volcaniques empanachés de nuages. Plages de sable fin, ombragées par les cocotiers, bercées par le souffle des alizés, un rêve pour touristes, pour qui la mer est un parc de loisirs. Dans l'eau tiède et cristalline, ils nagent en compagnie de poissons tropicaux, de tortues. Parfois, au détour d'un récif de corail, ils découvrent la silhouette inquiétante d'une épave, vestige d'un drame oublié. Depuis l'arrivée des Espagnols au XVe siècle, des centaines de bâtiments ont disparu, coulés au cours de batailles navales ou naufragés lors de cyclones. Leurs épaves nous rappellent que sous leur aspect paradisiaque, les îles de la Caraïbe masquent un passé dramatique. Les marins ont toujours craint les tempêtes tropicales, les cyclones. Mais jamais aucun marin n'aurait pu se douter qu'il pourrait être frappé par un cataclysme jailli des entrailles de la Terre. À 4 heures du matin, ce 8 mai 1902, le Roraima, un cargo mixte en provenance de New York, arrive en vue de la Martinique. Le capitaine Muga observe l'île à la jumelle et découvre un spectacle étrange. La montagne, qui surplombe la rade de Saint-Pierre, est couverte de nuages sombres que le soleil peine à percer. Ce grand vapeur de la Québec Line vint faire escale à Saint-Pierre pour y débarquer passagers et cargaisons. Ce navire dernier cri est équipé d'une machine à vapeur qui fait tourner une hélice, une nouveauté pour l'époque. Le Roraima n'est plus soumis aux caprices des vents et des courants qui tourmentent les marins des grands voiliers. Désormais à 7 nœuds, il trace son sillage et assure les liaisons régulières entre les îles et les continents. Ce jour-là, dans la baie de Saint-Pierre, les derniers grands voiliers côtoient les premiers vapeurs. C'est la fin d'une époque. Les eaux de la rade sont grises, couvertes de cendres. Pourtant, des dizaines de bateaux sont au mouillage devant la ville. Voiliers, goélettes, trois-mâts sont serrés et côtoient un autre grand vapeur anglais, le Rodam. Rassuré par la présence de cette flottille, le capitaine décide de prendre le coffre de mouillage qui lui a été réservé par son agent portuaire. Il est 7 heures lorsque celui-ci, accompagné du médecin, monte à bord du Roraima. « Messieurs, que se passe-t-il » ? »« Capitaine, ce n'est rien. Juste un mouvement d'humeur du volcan. Il crache et tousse depuis des mois, mais rien de très grave. De toute façon, vous êtes en mer. Vous ne risquez rien. Ce sont les conclusions de la commission scientifique. D'ailleurs, le gouverneur Moutet est en visite officielle à Saint-Pierre. C'est le jour de l'ascension. Il est venu rassurer la population. Néanmoins, capitaine, je vous conseille de prendre la mer pour Sainte-Lucie, car les gabiers ne travailleront pas ce jour férié. Sur la passerelle, l'officier en second, Elry Scott, suit la conversation avec le médecin. Vous devriez le faire. D'autres bateaux sont partis discrètement pendant la nuit. C'est terrible. Depuis des semaines, nous subissons des tremblements de terre, des raz-de-marée. Un glissement de terrain a emporté l'usine à sucre Guérin. L'air est irrespirable. On ne compte plus les morts. Croyez-moi, si je pouvais, je quitterais Saint-Pierre sans hésiter. Mais le gouverneur a refusé de faire évacuer la ville. C'est les élections. Le commandant hésite. Quelques passagers montent sur le pont et observent le volcan qui crache et tousse. Certains prennent des photos. Ils veulent profiter de cette escale tropicale réputée charmante.
La ville de Saint-Pierre est renommée pour ses jardins, ses rues pavées, éclairées par l'électricité, ses tramways, son théâtre, son hôpital, ses 35 roberies et ses cabarets qui accueillent les marins en bordée. C'est le petit Paris des Antilles. Mais Lafcadio Arne, poète visionnaire, l'a surnommé la Pompéi des Caraïbes. À 8 heures, les cloches de la cathédrale sonnent pour la communion. Le soleil a réussi à percer les nuages et Saint-Pierre revit sous son linceul de cendre. Soudain, l'atmosphère est ébranlée par une rafale de coups de canon assourdissants. À bord du Roraima, les regards se tournent vers la montagne. Le mont Pelé a jeté son masque et révèle sa rage. De son flanc déchiré jaillit un tourbillon de nuages noirs qui s'élève, puis se rabat sur la ville. Saint-Pierre disparaît derrière les grandes fumées. D'abord pétrifiés, les officiers du Roraima se ressaisissent. Relancez la machine, coupez la chaîne, arrière toutes! La rade est plongée dans les ténèbres. Les coques en bois, les gréements s'enflamment. Les mâts se brisent. Les cargaisons de mélasse, de sucre, de rhum explosent. Se coiffant avec le capuchon d'un ventilateur, l'officier en second échappe à la nuit ardente. Mais le souffle précipite le commandant Mugat à la mer. Les marins et les passagers sont horriblement brûlés. Seul officier à bord, Scott organise les secours. Il ne restera que 4 hommes valides sur le Roraima en feu, pris au piège. Un seul bâtiment réussira à échapper à cet enfer. C'est le vapeur Rodam. Il frôle le Roraima et disparaît. Parvenu à Sainte-Lucie, son capitaine déclarera « Nous venons des portes de l'enfer. Saint-Pierre n'existe plus. » À 2 heures de l'après-midi, alors que le vent a dissipé la nuée, le croiseur Suchet arrive pour porter secours aux victimes. L'équipage découvre un spectacle apocalyptique. À bord du Roraima en flammes, il recueille 26 survivants, mais la plupart vont mourir pendant leur trajet à Fort-de-France. La rade de Saint-Pierre conserve sous les flots les vestiges de l'une des plus grandes catastrophes maritimes de la planète. Plonger sur l'épave du Roraima, c'est faire un voyage dans le temps. Le Roraima repose sur le sable, par 50 mètres de fond, à l'endroit même où il a coulé. Les tôles, brûlées, calcinées, témoignent de la violence du cataclysme. Nous glissons le long des coursives, hantés par les spectres des passagers, des marins. Voici la proue, où se trouve l'ancre de miséricorde, le treuil. La cheminée, rasée. La cale avant. L'entrée de la passerelle de commandement. La chambre froide. La salle des machines. Les chaudières. Les cales et leur chargement de lampes fondues, tordues par la fournaise. Des bidons de kérosène, des pots, des casseroles sont enfouis sous la cendre du volcan.
Au fil des années, le Roraima est devenu un jardin corallien. Le plancton, les éponges, les polypes de corail se sont fixés sur les parois métalliques. Le commandant Cousteau l'a d'ailleurs surnommé l'épave aux cheveux blancs. Désormais, mérous, mombins, pagres et poissons-lions ont remplacé marins et passagers. À terre, la ville est rasée. En quelques instants, 30 000 pyrotins ont péri carbonisés. Pendant plusieurs années, la montagne pelée est restée active. Puis elle s'est assoupie et la population est revenue s'installer vers 1936. La végétation tropicale a recouvert les ruines, dissimulant les cicatrices de l'éruption. Peu à peu, Saint-Pierre revit. Les touristes viennent, visitent le musée, photographient les ruines de théâtre, la cathédrale, le cachot où a survécu Sipéris. Ils passent le temps d'une balade parmi les pierres noircies et repartent songeurs. Quand le volcan va-t-il se réveiller ? Saint-Pierre n'est plus un port de commerce, mais c'est une escale tropicale, appréciée par les voiliers. Ils viennent jeter leur ancre devant la plage. Mais la plupart ignorent la présence des épaves. Parfois, une ancre se plante dans les débris d'un vieux voilier, et pour la remonter, le gain d'eau force, et il arrache un morceau d'épave, révélant une sépulture. C'est celle d'un marin, sans doute surpris dans sa couchette par la tornade de feu lors de cette escale infernale. Il y a bien longtemps, des Indiens vivaient le long de ces rivages. Ils pêchaient, ils cultivaient le manioc, ils avaient planté leur carbet. Mais ils connaissaient la fureur du volcan, qu'ils appelaient la montagne de feu. Traqués par les colons en haut d'une falaise, ils ont hurlé avant de se jeter dans le vide « La montagne de feu nous vengera ».